Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. 5 ans déjà que les Gilets jaunes sont descendus dans la rue pour la première fois. 5 ans de soulèvement populaire contre la politique d'Emmanuel Macron. Un mouvement auto-organisé, un mouvement né grâce aussi aux réseaux sociaux. Et la fin de l'année 2018 était marquée par cette profonde crise sociale. La hausse du prix des carburants décide les premières mobilisations. Et depuis, des dizaines de milliers de Français, toutes catégories socio-professionnelles confondues, descendent crier leur colère chaque samedi vêtus de gilets jaunes. Ils sont sur les ronds-points, dans les grandes villes, puis aux Champs-Élysées. Mais 5 ans après le premier acte, quel bilan ? Le pouvoir d'achat baisse, la pauvreté progresse et la surveillance de masse s'est généralisée. Alors, où sont passés les gilets jaunes ? Où est passée la colère populaire ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin Cauchy. Bonjour à tous. Vous êtes ancien conseiller municipal UMP à Laon dans l'Aisne et vous êtes l'une des figures emblématiques des Gilets jaunes. Vous êtes aujourd'hui consultant indépendant et membre du parti Reconquête. Et puis nous sommes avec Jérôme Rodriguez. Bonjour Jérôme Rodriguez. Bonjour. Vous êtes une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Vous avez été aussi victime d'un tir de grenade de désencerclement en 2019. Vous avez perdu un œil. Vous êtes devenu un des symboles des violences policières, notamment des Gilets jaunes. Alors, Benjamin Cauchy, je voulais revenir notamment sur le 8 décembre, l'acte 4. Je ne sais pas, vous vous souvenez, vous y étiez. Donc, il y a plus de 89 000 policiers, gendarmes à travers la France. Il y a 8 000 gendarmes à Paris. Des véhicules blindés sont mobilisés. C'est la première fois depuis à ce moment-là la guerre d'Algérie. Donc là, on était il y avait la crainte de l'exécutif d'une sorte d'insurrection. Avant de vous répondre, je vais déjà vous préciser que je ne suis pas consultant indépendant, mais agent général d'assurance, et que je ne suis plus adhérent chez Reconquête, et que je suis un citoyen libre et non engagé dans aucun parti politique. Voilà, les choses sont claires. Ça ira beaucoup mieux dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, revenons au sujet du jour. Vous parlez tout de suite de l'acte 4. Effectivement, ça a été sans doute le paradigme de la violence. En tout cas, c'est là que le gouvernement a vraiment eu peur des choses. Moi, ce que je retiens principalement de l'acte 4, pardonnez-moi, peut-être que Jérôme sera peut-être plus précis sur ce sujet-là de l'acte 4. Moi, j'ai surtout envie de vous parler de l'acte 1, de ces gens qui, sortis de nulle part, se sont retrouvés sur des ronds-points dans des villages. Je me sens pas forcément concerné aujourd'hui comme hier par ces grands rassemblements urbains d'hyper-centre-ville, d'hyper-agglomération. Et je me sens encore aujourd'hui, si je dois me sentir gilet jaune, un gilet jaune de la campagne, un gilet jaune des petits ronds-points, là où les gens sont oubliés, là où il n'y avait plus de lien social. L'acte 4, effectivement, était extrêmement fort, extrêmement violent, pour la simple et bonne raison, c'est que le gouvernement, au lieu de répondre aux aspirations des Français, ont préféré sortir l'artillerie lourde. Et là, on a bien vu effectivement la limite de l'exercice et de l'incapacité du gouvernement à écouter les attentes des Français. Alors vous, Jérôme Rodriguez, évidemment, vous avez été victime d'un tir de grenade de désencerclement en 2019. Donc la police a réprimé fortement, évidemment, à ce moment-là, les manifestants. On peut parler d'entrave à ce moment-là du droit à manifester pendant ces premiers actes des Gilets jaunes ? Alors, juste une précision, l'acte dont vous parlez, c'est pas l'acte 4, mais l'acte 3 qui a été un des plus violents, énervés, où la répression aussi a été la plus forte, parce que ça va aussi dans les deux sens, faut pas l'oublier, parce qu'on ne parle toujours que dans un sens. La violence, elle a été réciproque. Et la violence que l'on subit, comme l'a dit Benjamin, ça fait trop longtemps qu'on l'a subie. Je rejoins complètement Benjamin dans l'analyse qu'il fait, qu'on est à 90% sur un phénomène provincial, un phénomène de région, de personnes qui sont complètement oubliées. Si vous reprenez quelques études sociologiques, vous vous apercevrez que les points les plus chauds gilets jaunes sont des points où il y a un déficit de services publics aujourd'hui, pas que, et aussi un déficit de services privés, type retrait d'argent, type pouvoir mettre de l'essence, c'est toujours plus de kilomètres, donc toujours plus de frais, et vous n'en avez pas pour votre argent au final avec les kilomètres. Je tiens aussi à rappeler un fait important sur votre radio, que la genèse de ce mouvement n'est pas due au prix de l'essence qui était déjà excessivement cher, et elle est due aussi au rajout d'une taxe qui est appelée à l'époque une taxe carbone sur déjà un prix de l'essence trop cher. Et grâce à une pétition qui avait été mise en place par Priscilla Ludowski, qui avait quand même récolté pas loin de près de 2 millions de signatures, qui fait partie des 5 pétitions les plus signées au monde,
vous avez eu une convergence vers les ronds-points, vous avez eu une convergence vers des lieux de lien social, des lieux de discussion, où à défaut de se concentrer uniquement sur la taxe carbone qui posait problème, les gens ont pu discuter, créer un lien, s'apercevoir que les problèmes rencontrés tous les jours, les accidents de vie qui sont difficilement récupérables. Il y a une certaine colère qui s'est créée autour de ces ronds-points et plus précisément autour du feu qui est quand même source de chaleur, source de discussion, source de repas et de s'apercevoir que, à défaut d'être différent ou d'avoir des pensées différentes, on se rejoignait sur aujourd'hui que le travail n'enrichit pas, qu'il est difficile de remplir le frigo, qu'il est difficile de satisfaire nos enfants et ces gens-là ont explosé. Je finirai sur cette expression de cette France soi-disant silencieuse. Elle n'est pas si silencieuse que ça. C'est cette France qui travaille. On nous a traités de feignants. J'aimerais comprendre pourquoi alors on manifestait le samedi, vu qu'on avait des disponibilités la semaine. Je vais peut-être un peu remettre les choses dans l'ordre aussi. Et de se battre non pas pour un pouvoir d'achat, mais de se battre pour un mieux vivre et d'essayer de gagner correctement sa vie, tout simplement. Alors justement, je voulais revenir avec vous, Jérôme Rodriguez, aussi sur ces Français qui ont été éborgnés. 23 Français ont été éborgnés entre 2018 et 2019. Et selon les informations rassemblées par l'AFP, il n'y a eu aucune condamnation effectuée. Pourquoi, à ce moment-là, il y a une espèce d'impunité qui s'est faite sur ces éborgnés ? Alors déjà, le chiffre est de 48 aujourd'hui, soit 43 hommes et 5 femmes, de 20 à 60 ans, voire même plus. 48, c'est ce qu'on a pu référencer. Moi, je sais qu'il y a d'autres qui aujourd'hui ne souhaitent pas se faire connaître. Je ne suis même pas certain que les 23 que vous avez cités ont pu avoir accès à la justice. Je dirais que c'est limite moitié moins que les 23 que vous aviez, le chiffre que vous avez donné. Aujourd'hui, il est clair qu'on s'inscrit dans un combat de justice contre l'État, contre cette police qui aujourd'hui ne protège pas les citoyens, mais qui protège plutôt les institutions et les puissants, qui, à défaut de répondre aux attentes et aux revendications de l'ensemble des citoyens vivant en France, préfère envoyer la police pour répondre à coups de LBD et de répression, comme vous l'avez notifié. C'est ça qui est triste. Je vais vous donner cette comparaison ne donne pas raison, mais vous prenez les attentats du 13 novembre où, entre la date de l'attentat et l'ouverture du procès, il s'est écoulé 6 ans. On parle quand même d'une centaine de morts. Une enquête très précise qui prend quand même du temps. Moi, ça va faire aussi 5 ans, avec beaucoup plus de preuves, des vidéos à l'appui, sans parler, et je vous remercie d'avoir aussi, parce que vous avez dit symbole des violences policières, si symbole je suis, j'ai la responsabilité aussi de parler de l'ensemble des éborgnés mutilés qui, aujourd'hui, portent la terreur d'une certaine façon sur leur visage pour montrer à l'ensemble des Français que faut pas aller manifester. Et ce qui va à l'encontre de ce que moi, on m'a appris en cours d'éducation civique, dans un pays mère patrie des droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de revendication et surtout la liberté de manifestation. Et jusqu'à preuve du contraire, les 23 personnes que vous avez nommées, et j'en fais partie, toutes les personnes qui ont été mutilées n'ont jamais fait l'objet d'une plainte pour une quelconque violence qui aurait mérité cette force soi-disant légitime de la police. Et justement, donc là-dessus, Benjamin Cauchy, sur ces violences policières, sur ces éborgnés qui n'ont pas eu 48, on l'apprend, qui n'ont pas eu la justice nécessaire. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi aujourd'hui, 5 ans plus tard, finalement, ces éborgnés n'ont pas été soutenus ? C'est une omerta tout simplement parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron, en tout cas le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, porte la responsabilité d'une erreur monumentale de gestion de l'ordre public. Moi, je soutiens mordicus évidemment les forces de l'ordre dans notre pays et on voit bien toutes les saloperies qui peuvent arriver dans notre pays tous les jours. On est bien content d'avoir des forces de l'ordre et d'avoir la police. Pour autant, il faut avoir l'objectivité de reconnaître que le traitement qui a été fait à l'encontre des gilets jaunes, des manifestants, des citoyens durant les premières manifestations et suivantes des gilets jaunes n'ont absolument pas été corrects. Lorsque vous voyez que le deuxième samedi, par exemple, à 8h30 du matin, sur les Champs-Élysées, il faisait 8 degrés, vous aviez des mamans avec des poussettes, vous aviez des personnes âgées, et que la première chose qui a été réalisée à 8h30, 9h moins le quart du matin, ça a été de balancer des canons à eau sur des femmes avec des poussettes et des mamans et des personnes âgées, vous vous rendez bien compte que la gestion de l'ordre public n'a absolument pas été
raisonnable. Tant que M. Macron sera encore au gouvernement, je pense que M. Castaner et M. Lallemand, parce que je crois, Jérôme, qu'il faut bien citer ces deux personnes-là, c'est eux qui ont eu la maîtrise de la gestion de l'ordre public. Ces gens-là ont la responsabilité. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'ils sont protégés, je n'ai pas de preuves, donc je ne vais pas avancer des choses que je ne maîtrise pas. Quoi qu'il en soit, il y a une omerta qui est inadmissible, et lorsque l'on veut faire avancer, le lien social, et qu'on veut faire converger des gens qui, a priori, ont des idées divergentes, comme Jérôme et moi, par exemple, je crois qu'il faut à un moment donné que la justice et l'État soient irréprochables. Et là, ce que l'on peut reprocher à l'État, notamment pas à l'État, mais pardonnez-moi, mais au gouvernement d'Édouard Philippe et de ses représentants, c'est de ne pas avoir été irréprochable. Et lorsque vous avez 5 ans après des gens qui sont éborgnés et qui sont toujours sur le silence de la justice, c'est que quelque part, voilà, on met la baleine sous le tapis, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Il y a une omerta qui est inadmissible. Et si on veut si on veut donner encore aujourd'hui de la légitimité au pouvoir, si on veut donner de la légitimité et donner, du respect à nos gouvernants, il faut qu'ils aient l'honnêteté intellectuelle de reconnaître leurs erreurs. Et aujourd'hui, ils ne sont pas capables de le faire. Alors justement, là-dessus, quel est le bilan de ces gilets jaunes ? On l'a vu d'un point de vue des violences. Jérôme Rodriguez. Si je peux me permettre, j'ai parlé beaucoup sur mes réseaux sociaux d'un livre de Vincent Bouzigues, Le côté obscur de la force, qui va vous donner beaucoup d'informations et d'indications de ce qui s'est passé sur le mouvement des Gilets jaunes, de tout ce système de surveillance dont j'ai fait l'objet et d'autres Gilets jaunes ont fait l'objet, de systèmes de balisage, de caméras, de suivi, d'être fiché S, d'être blacklisté à la DGSI. Je vais vous donner un ordre d'idée. Vous aviez en 2017 1000 personnes mises sous surveillance, principalement de potentiels terroristes. En 2020, vous avez 3021 personnes qui sont mises sous surveillance, soit 2000 de plus, et sont essentiellement des gilets jaunes. Donc, la vraie question aujourd'hui de se poser, c'est pendant que vous avez des espèces de tarés qui, au nom de Dieu, vont s'amuser à égorger des profs, on me met moi sur surveillance alors que mon seul but c'était de parler de paix, de justice sociale et de justice fiscale. Donc quand vous avez des ministres comme Darmanin qui disent mais oui mais potentiellement on est en manque de ressources humaines pour pouvoir surveiller tout le monde, vous avez surveillé 2000 citoyens qui juste descendaient dans la rue pour revendiquer pendant que d'autres veulent tuer. Donc voilà, lisez ce livre, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous faire tout l'article, mais je pense qu'il pourrait vous intéresser sur tout ce qui a été le maintien de l'ordre au niveau des Gilets jaunes et de toute cette amplification de systèmes de surveillance. On essaiera évidemment de l'inviter sur notre antenne avec un autre Gilet jaune qui est Didier Maisto, notre partenaire du jeudi. Ça peut être une très bonne idée en effet. Moi, je voulais revenir sur le mouvement aussi. On vous a accusé, Jérôme Rodriguez, de récupérer ce mouvement, enfin une récupération politique du mouvement. Il n'y a jamais eu véritablement de tête de mouvement, en tout cas, il n'y a jamais eu de chef de file. Comment vous expliquez que justement, il n'a pas été récupéré politiquement et pourquoi est-ce que ça a aussi été la contrepartie, en tout cas que maintenant, 5 ans après, les Gilets jaunes n'existent plus? Alors, je vais juste vous dire qu'à un moment donné, et à titre personnel sur le bilan que moi j'ai pu tirer, la seule récupération politique prédominante sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est celui du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Alors c'est un sujet qui est très précis, on va pas s'étaler parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais globalement c'est d'avoir un peu plus de liberté démocratique et référendaire pour qu'au moins le peuple puisse, et l'ensemble des citoyens en France puissent s'exprimer sur des sujets importants qui les concernent. Donc si récupération politique il devait y avoir, c'est surtout celle-là qu'il faudrait mettre en avant. Alors il y a beaucoup de bisbilles à savoir si je suis un islamo-gauchiste proche de Mélenchon ou toute autre connerie. J'ai été élevé dans une famille communiste, c'est vrai, j'ai des valeurs de gauche et des idées de gauche. Les Gilets jaunes m'ont appris une chose, c'est d'être partisan de la bonne idée. Et que si quelqu'un aujourd'hui est à même de pouvoir proposer une idée concrète et prospère pour que l'ensemble des familles françaises aujourd'hui puissent bénéficier concrètement du bénéfice de leur travail et de pouvoir nourrir leur famille, on sera, nous, à l'écoute en tant que Gilets jaunes. Si à un moment donné, on veut me mettre sur le dos, soi-disant, une gauchisation du mouvement ou quoi que ce soit d'autre. Alors, je suis désolé, Benjamin, mais à l'exemple de Benjamin ou peut-être de Jacqueline Moreau sont peut-être les seuls qui soit faisaient partie d'un parti ou soit qui ont signé dans un parti. Je ne juge pas, c'est factuel. Il m'a été proposé, avec quelques clins d'œil, de rejoindre l'Assemblée nationale sous une étiquette qui est beaucoup plus dans mon côté politique. J'ai tout simplement refusé. Donc, à défaut aujourd'hui de penser que, à titre personnel, j'ai été récupéré politiquement, à titre personnel,
que le mouvement des Gilets jaunes a été récupéré à gauche, ni de droite, il a été récupéré. Ça, c'est une certitude absolue. À défaut d'être apartisan, il était partisan, je le répète, de la bonne idée. Et alors, comment vous dire Excusez-moi, dites-moi. Je vais donner la parole à Benjamin Cauchy, puis après vous pourrez lui répondre justement, Benjamin Cauchy, là-dessus. Donc juste, voilà, je voulais juste finir là-dessus. Il est vrai que tout le monde m'a offert un droit à la parole, comme vous permettez de le faire, d'accord. J'ai toujours, il est très difficile pour des citoyens d'avoir accès à des médias et de pouvoir avoir une liberté de parole comme on peut avoir sur votre média actuellement. À chaque fois qu'on proposait cette liberté de la parole, je la prenais, qu'elle soit de gauche ou de droite, tout simplement parce que fallait que l'ensemble des étiquettes politiques puissent au moins entendre ce que les Gilets jaunes avait à dire. Merci. Alors justement là-dessus, Benjamin Cauchy, sur la récupération du mouvement par des politiques, on pense évidemment à Jacqueline Moreau qui a été à Reconquête. Vous-même, vous avez été proche de Nicolas Dupont-Aignan à un moment. Donc comment ça s'est passé l'après Gilets jaunes et donc la récupération au nom politique de ce mouvement? Moi, je ne parlerai pas de récupération politique, tout comme Jérôme, effectivement. Ce n'était pas un mouvement apolitique, c'était un mouvement apartisan. C'est-à-dire qu'il y avait des gens classés à l'extrême gauche comme à l'extrême droite de l'échiquier qui étaient l'un à côté de l'autre. Après, il y a une autre chose, c'est de se dire qu'entre le 17 novembre 2018 et le 10 décembre 2018, il y a eu un mouvement, une effervescence extraordinaire dans le pays et que le 10 décembre 2018, le président de la République a sorti grosso modo 10 milliards d'euros. Report de la taxe carbone, mise en place de la prime d'activité qui devient aujourd'hui la prime de partage de la valeur, mais bon, c'est quand même la prime gilet jaune qui existe encore, une baisse de la fiscalité sur les ménages d'à peu près 6 milliards d'euros. Grosso modo, c'est 10 à 11 milliards d'euros qui ont été mis sur la table le 10 décembre 2018. Les semaines qui ont suivi, je ne vois toujours pas aujourd'hui les résultats de 4 ans et demi de manifestations. La raison pour laquelle moi, comme d'autres, à gauche comme à droite, se sont engagés dans des mouvements politiques, c'était de se dire, est-ce qu'un citoyen a pour vocation à marcher dans les rues le samedi après-midi, ou est-ce qu'un citoyen qui a la flamme, entre guillemets, de la citoyenneté, de l'engagement politique, ne pourrait pas finalement s'engager dans un syndicat, dans un parti politique, quelle que soit la couleur, de façon à continuer cet élan de citoyenneté. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec, effectivement, j'ai toujours été de droite, je suis issu d'une famille qui n'est pas de droite, voilà, donc il n'y a pas d'atavisme, mais quoi qu'il en soit, j'ai souhaité faire perdurer mes convictions dans un parti politique dans lequel j'étais d'ailleurs 10 ans avant les Gilets jaunes. Pour moi, l'action citoyenne ne peut se résumer à marcher dans la rue. Voilà ce que je veux dire. Moi, je regrette que Jérôme n'ait pas pris effectivement cette casquette à l'Assemblée nationale, et je pense que tu aurais été, Jérôme, beaucoup plus pertinent que des Louis Boyard ou des Sandrine Rousseau, et donc c'est bien dommage que ta verve et ton engagement citoyen ne soient pas transcrits, même si je n'aurais jamais voté pour toi. J'aurais préféré avoir un à l'Assemblée nationale plutôt que d'avoir des loustiques qui, à part picoler, ne font pas grand-chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la récupération politique, j'ai envie de dire, mais pourvu que les citoyens, c'est pas les gilets jaunes qui ont été accaparés par la politique, c'est les gilets jaunes qui doivent prendre la politique en main. Et finalement, les gilets jaunes, aujourd'hui, peuvent enlever leur chasuble. Moi, j'appelle ça un citoyen qui se bouge les fesses, tout simplement. Alors, Jérôme Rodriguez, vous êtes obligé de répondre là-dessus. Alors, assez vite, mais dites-nous justement, donc on vous a proposé, on va le dire, on vous a proposé d'être député LFI. Mais faut juste vous imaginer que sur l'ensemble de l'échiquier politique, tout le monde m'a téléphoné. J'ai eu des gens d'extrême droite au début du mouvement. Je vous garantis mot pour mot, Monsieur Rodriguez, vous êtes l'homme qu'il me faut. Qu'il nous faut, pardon. Non, moi je suis l'homme de personne. Et si aujourd'hui je rejoins personne, c'est que j'apprécie cette liberté d'être seul peut-être, mais au moins d'avoir ma liberté de parole, et que si j'ai envie de claquer un Mélenchon, ou de claquer un Le Pen, ou de claquer un Zemmour, ou de claquer un Macron, je me ferai autant plaisir. Être attaché ou être affilié à un parti, c'est ne plus avoir la liberté de parole. Et pour rejoindre l'Assemblée nationale, il faut être responsable, c'est quand même un engagement. Est-ce que j'ai les épaules, est-ce que j'ai la responsabilité? Et à défaut de mentir au peuple français, il était préférable que je reste sur ma chaise, peut-être à gueuler derrière les réseaux sociaux, ou peut-être à marcher dans la rue. Je suis un marcheur. Benjamin est sûrement un penseur. Des penseurs sont là pour construire. Nous, on est là pour gueuler la construction. Chacun son rôle dans une lutte, voilà, chacun son rôle dans un combat. Je dirais ça, voilà. Et chacun d'entre eux est complémentaire. Si moi, je ne vais pas dans la rue pour parler de ceux
qui ont pensé à quelque chose, on ne créera pas de lien social et les échanges seront difficiles. Tout à fait. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Je crois qu'on a bien vu justement cette diversité, notamment qu'il y avait dans les Gilets jaunes, cette diversité aussi d'un point de vue des opinions. Merci Benjamin Cauchy et merci à vous Jérôme Rodriguez. Voilà, on continuera évidemment à suivre ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, est-ce qu'il est toujours vivant, notamment après cette crise ? Enfin, on est en plein dans la crise comparé à il y a 5 ans. Merci à tous les deux.